Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis avec Cyril Hago, qui est cofondateur du cabinet de conseil D6D, Oui. qui qui donne la joie d'être invité sur cette vidéo pour nous parler de Cellar. Donc, dans cette vidéo, on va s'adresser principalement aux professions libérales. Donc, si tu n'es pas en profession libérale, ça va peut-être moins t'intéresser pour tout de suite. Salut Cyril. Bonjour. Vraiment ravi de te recevoir sur la chaîne. Et du coup, avec toi, parce que c'est ton métier, tu surfes sur tout ce qui est profession libérale et structuration. Tout à fait. Donc nous, on est un cabinet décidé qui existe depuis 1999, donc 24 ans maintenant, et on s'occupe de tout ce qui est optimisation juridique et fiscale pour les professions libérales. Donc passage en SEL, société d'exercice libéral, afin d'optimiser votre structure juridique professionnelle pour payer évidemment moins de charges sociales, donc URSSAF et caisse de retraite, et d'impôts sur le revenu. Alors la première question qui me vient, c'est pourquoi ça ne s'appelle pas SARL? Est-ce qu'on est d'accord que c'est à peu près, parce que ça ressemble à la SARL, et du coup, est-ce que c'est comme la SARL? Et alors, si c'est comme la SARL, pourquoi ça ne s'appelle pas SARL, quoi? Pourquoi ils ont en France créé un truc plus complexe? Parce qu'en fait, les professions libérales ont un statut particulier et donc les SEL, le terme, la signification, c'est Société d'exercice libéral. Et après, le législateur a décliné toutes les formes de sociétés qui existent de droit commun, qui existent sous forme de SEL. Donc les SARL, c'est les SELARL. Les EURL, quand on est tout seul, parce qu'on peut faire une SEL quand on est tout seul, c'est la CELURL. Ensuite, il y a la CELAS, Société d'exercice libéral à action simplifiée, qui est le pendant de la SAS dans les sociétés de droit commun. Donc voilà, on a décliné toutes les formes juridiques sous forme de SEL. Excellent. Et du coup, l'objet de cette vidéo, c'est quoi les avantages, les principaux avantages si on schématise, et les quelques inconvénients qu'il pourrait y avoir? Alors, il y a beaucoup d'avantages. Inconvénients, j'en vois pas vraiment, si ce n'est peut-être le faire un peu trop tôt, mais l'idée, c'est évidemment si vous faites un certain niveau de chiffre d'affaires, on va dire selon la profession libérale que vous faites et donc la rentabilité de votre activité, mais on va dire qu'il faut faire un minimum de 150 000 € de chiffre d'affaires par an. L'idée, c'est d'arrêter de subir la fiscalité, c'est-à-dire de payer votre URSSAF, votre caisse de retraite et votre impôt sur le revenu sur le bénéfice que génère votre activité professionnelle, mais du coup de choisir sa fiscalité sur de l'argent que vous allez librement, sur une rémunération de gérance que vous allez librement choisir, et c'est là-dessus que vont tourner vos compteurs fiscaux et sociaux. Et cette rémunération sera une charge déductible de votre exercice, et ça vous permettra de beaucoup moins subir la fiscalité et les charges sociales. Donc, l'avantage principal que tu vois à cette constitution de société, c'est bien évidemment, c'est, on va dire, versus le fait d'être aujourd'hui en BNC ou BIC. Voilà, si vous êtes en nom propre donc, et que vous avez une activité alors non commerciale, c'est des BNC, bénéfices non commerciaux, donc, qui vous génèrent donc, votre impôt sur le revenu, ou des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc selon votre activité, vous êtes fiscalisé sur ces deux modes et forcément ça génère une fiscalité contraignante, voire même parfois confiscatoire, qui font que souvent certains professionnels disent moi j'arrête de travailler tel jour parce que si je travaille plus, je vais passer à la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu et donc tout ce que je vais faire en plus, je vais le donner aux impôts et aux caisses de retraite, donc autant que j'arrête de travailler. Donc l'idée, c'est de sortir de ce schéma. Si vous avez envie de développer votre business et votre activité professionnelle, c'est de pouvoir justement beaucoup mieux choisir votre fiscalité et vos charges sociales. Donc l'avantage principal de la CELAR, si on synthétise par rapport à ce que tu viens de dire, c'est maîtriser sa fiscalité. Voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus prévisible. Par exemple, pour des professions qui ont souvent des fois des différences de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, on se retrouve, les charges sociales, ça se régule sur N+1, N-1, N-2. Donc on peut avoir fait une super année, puis l'année d'après c'est un peu moins bien et on se retrouve à payer les charges sociales l'année où c'est un peu moins bien par rapport à l'année qui avait été bonne. Si on n'avait pas mis l'argent de côté, qu'on n'avait pas provisionné, on se retrouve à ce moment-là à payer des rappels de charges d'URSSAF et de caisse de retraite et on se retrouve coincé financièrement, avoir une trésor qui dégringole. Enfin voilà, toutes ces choses-là, on peut beaucoup mieux les linéariser et les prévoir si on peut fiscaliser que l'argent dont on a besoin à fiscaliser. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et autre avantage,
c'est si vous avez déjà constitué votre activité et que vous avez déjà développé un certain chiffre, c'est de pouvoir vendre votre fonds de commerce ou votre patientèle à cette CELARL, ce qui va vous générer un levier de cash qui va être fiscalisé qu'à la flat tax, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG-RDS. Cette fiscalité, elle n'a jamais été aussi attractive que depuis que le gouvernement Macron est arrivé. Donc c'est très intéressant de se revendre à soi-même son activité professionnelle et capitaliser sur son activité, celle qu'on a développée sur la première partie de sa carrière. Si on a affaire à des étudiants en fin d'études et Oui. qui vont se lancer ils savent qu'ils vont être une profession libérale. Oui. Par contre, ce qu'on leur dit dans ces cas-là, c'est peut-être de ne pas se lancer directement en société, Exactement. d'attendre de faire grossir pour atteindre ce genre de seuil, 150 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, alors si vous créez votre société, effectivement, peut-être que c'est bien de démarrer en BIC ou en BNC, de laisser un petit peu, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'investissement à faire pour lancer votre activité, démarrer en BNC. Mais dès que vous allez avoir, c'est souvent les charges sociales, elles arrivent à partir de la 2e ou 3e année. Avant que le couperet des charges tombe, l'idée c'est peut-être effectivement de faire ce premier levier de cash en se vendant à soi-même pour exercer dans une structure juridique en CELARL. C'est différent si vous devez racheter quelque chose. Si vous rachetez une patientèle, un fonds de commerce, là par contre, vu que ça serait à mon avis pas attractif de démarrer en BNC ou en BIC, là, c'est intéressant de démarrer directement en CEL. Et vous aurez toujours la possibilité de revendre votre activité à une holding. À ce moment-là, ça, c'est le deuxième étage possible. C'est-à-dire qu'on crée une SPFPL, une société de participation financière de profession libérale, dit holding. Et cette holding vous rachètera les parts à ce moment-là de votre CEL. Et vous pourrez donc faire un levier de cash sur ce que vous avez créé et capitalisé. Excellent. Là déjà, rien qu'avec ça, les amis, vous avez gagné plusieurs dizaines. On ne parle pas de petits comptes d'apothicaire, on parle de dizaines de milliers d'euros que vous allez, en tout cas, est-ce que vous allez les gagner? En tout cas, parce que vous les gagnez aujourd'hui, mais le problème, c'est que vous les redonnez. Donc, ça va vous permettre de couper le robinet des dépenses pour pouvoir les garder dans votre structure globale. Exactement. Et ensuite, du coup, pouvoir en faire de l'immobilier, par exemple, de l'investissement, améliorer vos locaux, réinvestir ou tout simplement profiter peut-être plus de la vie, travailler une demi-journée de moins et aller chercher enfin les enfants à l'école en ayant tous les mêmes revenus, quoi. Exactement. Alors, je sais que pour toi, il n'y a pas trop d'inconvénients. Si tu avais un inconvénient à donner. Alors peut-être l'inconvénient, c'est que quand on a une société, il y a un formalisme un petit peu plus lourd entre guillemets à respecter, c'est-à-dire qu'effectivement il faut déjà avoir un expert comptable qui fait la comptabilité, et puis également faire une assemblée générale pour valider les comptes de la société une fois par an, mais enfin ça reste vraiment très, on va dire, correct par rapport aux avantages que vous pourrez en tirer. Ça reste light, donc tu as compris qu'il y avait surtout des avantages à y passer. Et la maîtrise, c'est de savoir est-ce que c'est bon pour toi d'y passer et est-ce que c'est le bon moment. Et par rapport à ça, j'ai discuté avec Cyril et il propose, si tu es du coup dans une profession libérale, que tu gagnes un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 euros, sinon ce n'est pas pertinent et on va tous perdre du temps. Mais si c'est dans ce cas, il t'offre un audit gratuit pour projeter la transformation et voir s'il y a une pertinence ou pas. Il n'y a pas de pertinence, il t'expliquera pourquoi et potentiellement quoi faire pour que ça soit peut-être pertinent dans 1 an ou 2 ans. Et s'il y a une pertinence, il t'expliquera la démarche et les étapes à faire pour t'accompagner dans ce changement. Voilà, parce que l'idée, c'est évidemment de vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire l'audit qui sera la première étape pour voir si vous avez intérêt ou pas à le faire, mais après vous accompagner dans toutes les démarches. Création de société, les statuts, l'immatriculation et après du suivi et l'accompagnement pour une fois qu'on a mis en place la structure juridique, comment au mieux l'utiliser. Excellent, merci à toi en tout cas. Merci Damien. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous êtes au début de votre parcours en profession libérale? Est-ce que vous êtes déjà avancé? Est-ce que vous avez déjà, ça m'intéresse de le savoir, un conseiller en gestion de patrimoine qui vous a sollicité pour ce genre de montage? Et ça m'intéresse de le savoir parce que pour moi, c'est un métier particulier qui n'est pas réellement le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine. Et je sais qu'il y en a pas mal qui vont proposer ça, par exemple, pour un prix très intéressant, pour proposer derrière des produits
qui sont moins intéressants, si je peux me permettre. Et là, Oui, je te demande nous, pas. voilà, nous on ne fait pas de gestion de patrimoine. Voilà. Et donc attention à ça parce que ça ressemble un peu au conseiller en Pinel, etc. Donc, moi j'aime bien donner la recommandation de cloisonner. Le juridique par exemple, on va voir un avocat, un spécialiste en juridique. L'expert comptable, c'est la comptabilité, mais on ne va pas voir son expert comptable complètement pour la partie juridique parce que ce n'est pas son cœur de métier, ce n'est pas sa zone de génie. Il vaut mieux aller dans son équipe, avoir ce qu'on appelle nous des A-players, donc chaque meilleur élément à la bonne place. Exactement. Donc merci en tout cas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.